Bonjour à tous et bienvenue. Je vais essayer de ne pas m'énerver dans cette vidéo, mais je ne garantis rien. Parce que j'en ai marre des escrocs. Mais notamment les escrocs à la tête des fédérations, j'en peux plus. J'ai déjà fait des dossiers autour de l'ancienne fédé des Comores, en République démocratique du Congo, en Tunisie, aussi les malversations qu'on peut voir en France, en Belgique, bref un peu partout. Mais rares ont été les cas qui m'énervent autant qu'Haïti. C'est peut-être parce que le pays est l'un des plus pauvres au monde et que tu as des gens qui ont bénéficié d'une ascension sociale grâce au football et grâce à la fédération de football, qui sont aujourd'hui à sa tête et qui pillent allègrement le pays tout en se faisant passer pour des victimes en disant putain, on est dans un pays pauvre, on n'a pas d'argent, etc. Et avoir l'outrecuidance de regarder des millions d'Haïtiens en leur disant non, on n'a pas beaucoup d'argent, faut nous encourager, c'est leur sport roi, etc. Alors que dans le même temps, ils spoilent des donations et des subventions pour leur enrichissement personnel. Ce double discours-là, cette hypocrisie, cette tartufferie, mais non, je peux pas. Et je sais que beaucoup en Haïti aimeraient parler de cette situation-là, mais ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays justement très compliqué au niveau économique. Donc certains, par exemple, ont un boulot de journaliste ou que sais-je. S'ils commencent à se rebeller vis-à-vis de la fédération et donc du pouvoir politique, ils ont peur de perdre leur boulot. Et s'ils perdent leur boulot, forcément, ça va impacter leur famille. Il y a des joueurs, c'est pareil. Il y a plein de gens qui sont terrorisés. Donc ça fait un moment que je travaille le sujet et j'avais déjà été alerté. Et j'ai envie de leur dire que je serai leur voix. Et d'ailleurs, je fais cette vidéo pour ça. C'est-à-dire que je l'ai vu notamment en République démocratique du Congo ou en Tunisie. Donc je suis venu de l'extérieur parce que j'ai rien à voir avec Haïti. Puis alors je n'ai rien à voir avec personne d'ailleurs, hein, je n'appartiens à personne. Mais moi en fait j'en ai marre des escrocs qui pillent le pays et qui font régner la terreur. Donc si quelque part on peut ensuite, parce que c'est aussi le but de cette vidéo, monter un dossier complet à la FIFA mais surtout à la presse internationale pour montrer l'escroquerie incroyable et les liens avec la criminalité qu'il y a dans cette fédération de football, ben on va le faire, mais pour ça j'ai aussi besoin de tout le monde. Donc pour tous ceux qui voudront me contacter de manière sécurisée, ceux qui ont peur, c'est ici, depuis mon site internet, le formulaire contact, les liens sont dans la description, romainmolina. Voilà, sur mon site. Bon bref, on y retourne à la vidéo, ce que je voulais dire. Donc la fédération haïtienne, elle est dirigée depuis 20 ans maintenant par un homme qui s'appelle Jean-Yves Barthes, aka Dadou, docteur et journaliste de profession. Sauf que c'est un peu à l'image des Duvalier qui ont régné sur le pays sans partage, et ben t'as le fils aussi, on a préparé la succession. Donc c'est Yves Robert aka Papito qui aujourd'hui gère les affaires courantes des Grenadiers. Bon, là il y a une nouvelle élection qui va bientôt arriver à la tête de la fédération et comme d'habitude on fait tout son possible afin d'écarter tout opposant. Hein. C'est vrai, au cas où quelqu'un d'autre se présente quand même. Hein. Donc notre ami Dadou qui a vraiment caché sur la honte, hein, parce qu'il est souvent élu donc à 100% des voix. Hein. D'ailleurs, il y avait une élection, je crois que c'était en 2012, où il y avait quand même quelqu'un qui avait réussi à se présenter. Hein. On a réussi à lui accorder ce droit-là à l'époque, le docteur Janvion, si je dis pas de bêtises, qui était parti avant la fin du vote, tellement il a vu des irrégularités. Parce que les irrégularités administratives, ah bah ça, il y a un fonctionnement qui est archaïque, mais alors en plus, pour empêcher les gens de se présenter, les mecs sont créatifs. Et là justement, il y avait un opposant cette fois. Un ancien joueur de la sélection qui a même été capitaine qui s'appelle Enzo Lorenz. Mais tout a été fait afin justement qu'il ne puisse pas se présenter et que Dadou, avec son cartel, le cartel en route vers l'excellence, puisse se présenter. Petite précision, nous en France, cartel, ça nous évoque directement une organisation mafieuse ou de trafic de drogue. Bah, vous allez voir, c'est lié. En Haïti, cartel, c'est plus ou moins pour dire la liste électorale. Donc lui, il l'avait appelé le cartel en route vers l'excellence. Moi, je dirais que c'est le cartel en route vers l'enrichissement personnel. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi assez rapidement. Et donc notre ami Enzo Lorenz, que je ne connaissais pas d'ailleurs, à qui j'ai parlé quand même ces derniers jours, il y aura une grande interview d'ailleurs sur mon site afin de voir son programme, parce que ça m'intéresse de voir pourquoi cette personne s'est opposée alors que tout le monde avait peur. Il a fait quelque chose de très courageux, mais que l'autre partie a utilisé à son avantage, c'est qu'il a avoué qu'à son époque, on a trafiqué son âge et son identité. C'est-à-dire qu'il ne s'appelle même pas Enzo Lorenz en fait. On lui a enlevé 6 ans et il a dû changer de nom, il a joué sous une autre identité, avec l'ancienne fédération, c'était pas Monsieur Barthes qui était encore là. Donc, ça, ces pratiques-là, qui relèvent, moi, ça me fait penser au trafic de prostitution, quand même. Hein. Je rappelle que les seuls vraiment trafics d'identité que je vois, ça a affaire au réseau de prostitution, notamment. Ou trafic de mineurs, etc. Bon, le foot aussi en fait partie, mais c'est pas grave, on ferme les yeux. Haïti continue à faire ce genre de choses, comme plein d'autres fédérations, hein, qu'elles soient en Afrique ou en Asie. Récemment encore, un cas en Irak que je vous conseille de suivre, avec, on change les noms, les âges, etc. Bon, ça existe encore, hein, ça, y a pas de problème, ça a pas l'air de déranger. Et donc il s'est présenté, et justement l'autre partie a utilisé le fait qu'il avait changé de nom et d'âge, comme si un gamin pouvait décider de faire ça tout seul, quand c'est la fédération qui te le dit. Bref, c'est encore autre chose. Et donc, il peut pas vraiment se présenter aujourd'hui, sauf qu'il essaye, avec d'autres personnes en Haïti, de faire valoir ses droits et d'interpeller l'opinion internationale. Parce que le problème, c'est que vu que c'est la fédération d'Haïti, les médias internationaux, tout le monde s'en fout. Et le problème, c'est que à Haïti, vous avez un président de fédération tout puissant qui en plus contrôle les médias de par son travail. Avant, il était journaliste. D'ailleurs, où il signait ses chroniques Dadou. Alors, pour la petite anecdote, en fait. Et vous allez voir comme c'est ironique et comme ces gens n'ont aucune honte. Parce qu'à l'époque, donc, il n'était pas président de la fédération.
Il était journaliste et il avait fait une chronique de match où il avait été justement un peu dur vis-à-vis d'une équipe, ce qui avait occasionné des menaces, etc. Et donc la famille était un peu alertée, ce que je comprends. Et ensuite, quand il devait aller donner sa chronique à la rédaction, eh ben, il y avait la peur qu'il y ait des représailles si on le voyait. Donc c'était, je crois, sa petite amie de l'époque qui le faisait. Et donc ils ont signé en bas les articles d'Adou. Elle a signé. Et donc c'est resté, c'est le surnom qu'il a aujourd'hui. Bon bref. Vous voyez, ça c'est une histoire plutôt touchante, plutôt marrante. Et tu pourrais te dire, tu as connu toi aussi les menaces, la dictature, etc. Alors pourquoi que maintenant, quand tu as le pouvoir, tu fais pareil aux gens? Ça, c'est une autre chose. Et maintenant, je vais vous montrer quelques irrégularités qu'on peut voir depuis très longtemps et le foutage de gueule. La première chose, c'est en effet, Haïti a été touché par ce terrible tremblement de terre depuis 2010 et voilà, plus la situation du pays, c'est pas facile de créer des véritables projets. Sauf que quand vous êtes à la tête de la fédération, vous recevez des subventions de la FIFA. Et c'est énorme. Depuis 2016, il y a un programme qu'on appelle Forward. C'est-à-dire que chaque année, chaque fédération membre de la FIFA touche normalement 1 million. J'ai bien dit 1 million de dollars par an, c'est réparti en deux tranches, 500 000 en janvier et 500 000 en juin, si tu remplis les divers critères d'organisation de championnat avec football féminin et football masculin. Ce qui n'est pas très compliqué honnêtement. C'est énorme comme subvention. Et en plus, si tu as des projets d'infrastructure, que tu les fais, tu peux obtenir jusqu'à 2 millions en plus par an. C'est-à-dire que tu peux avoir 3 millions de subventions par an de la FIFA. Et tu te dis avec cet argent-là, en Haïti, je sais pas combien de millions de gourdes ça fait, mais tu te dis quand même, on peut faire quelque chose. Il y a quoi qui est fait pour le football national et local? Il y a quoi? Les terrains, les stades, la formation des jeunes, des arbitres, il y a quoi? Il y a quoi? Il passe où l'argent? Ah mais à chaque fois on n'a pas d'argent et on va réclamer au gouvernement de l'argent. Ce qui est encore plus scandaleux, que donc ce sont les Haïtiens qui n'ont pas grand chose, qui doivent payer les caprices, les excentricités, le fait que ces messieurs descendent dans les hôtels 5 étoiles en ramenant des filles et que sais-je encore. Une organisation catastrophique où moi j'avais interrogé pas mal d'anciens joueurs qui me parlaient en me disant que c'était la Java et qu'il y avait toujours un problème, que ce soit les primes, que ce soit les entraîneurs qui n'étaient pas payés à temps, que ce soit le fait que les hôtels c'était plus des bars à putes qu'autre chose. Bref. Ça pose pas de problème, visiblement, mais après, quand il faut chialer pour une subvention, on n'a pas d'argent. Mais ils se foutent de la gueule. Il passe où l'argent? Le contrat d'équipementier, c'est le pire contrat que j'ai jamais vu au monde. Et avant de faire cette vidéo, j'ai appelé des gens qui travaillent chez Adidas et Nike. Je leur ai dit, bon, Haïti, ils ont signé en 2013, ils n'avaient pas d'équipementier à l'époque, vous vous rappelez, ça avait fait un peu fureur, c'était un match contre l'Espagne. Et donc, tu as un groupe colombien, Saeta, qui les contacte. Ils avaient déjà un peu aidé après le tremblement de terre en 2010. Et ça vient du fils donc du président de la Fédé, donc Papito on l'appelle, hein, notre ami Yves Robert, qui dit « La fédération reçoit 0, mais on obtient une dotation de 200 000 $ d'équipement chaque année. » Attends, j'ai l'impression qu'on parle de la fédération d'Anguilla ou de Saint-Kitts-et-Nevis. On parle d'Haïti. Soit c'est le plus mauvais deal qu'il y a jamais eu sur Terre, soit vous êtes con ou complice. Mais sauf que les gens à la tête de la fédération, ils sont pas cons, hein. Complices, oui. Donc, la fédération récupère 0 et 200 000 € de dotation. Normalement, les contrats d'équipementier, si vous voulez, vous avez une somme qui est donnée à la fédération, plus la dotation donc en équipement. C'est-à-dire, et on va vous fournir, selon le contrat, 300 000, 200 000, 400 000, etc. d'équipements par saison. Tu vois, c'est les sacs, les ballons, les crampons, les maillots, etc. C'est pour les équipes féminines, jeunes, enfin, tu vois, pour tout. Donc, c'est quand même important. Et en fait, la fédération d'Haïti utilise ça notamment pour vendre des maillots. Donc les maillots que Saeta leur fait, ils essayent de les vendre, etc. Ils en vendent à peu près 500 par an, ce qui est ridicule. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Saeta cet été voulait rompre le contrat. Mais le très bon parcours à la Gold Cup des Grenadiers, demi-finaliste malheureux face au Mexique qui va gagner sur un penalty d'ailleurs, bon, dont on pourrait y revenir. Bah donc potentiellement ça va les encourager à relancer le contrat. Mais avec une diaspora aussi forte, comment on peut avoir aussi peu de ventes de maillots? Parce qu'en fait l'organisation, bah, c'est zéro. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. En fait, c'est le néant intersidéral. C'est des belles paroles, parce qu'attention, vous avez un président de la fédération qui est un superbe orateur, qui est quelqu'un de très cultivé, très intelligent, qui a les médias à ses pieds et qui n'a jamais d'opposant, et qui, quand il en a un, il y a des irrégularités et il est élu à 100%. Donc c'est le bienfaiteur presque du football haïtien, attention, parce que dès qu'il y a une voix contraire, on menace. Parce que ce qui l'intéresse aussi, c'est d'avoir une protection politique. Et on peut le voir même dans sa liste cartel, comme je vous dis, en route vers l'excellence, où vous retrouvez d'ailleurs le frère, donc Grégory Chevry, le frère du maire actuel de Port-au-Prince. Alors, ce qui est terrible aussi dans cette liste-là, c'est qu'on retrouve quelqu'un très impliqué dans un cartel de drogue, par contre. Hein. Est-ce que ça pose problème à quelqu'un que la fédération haïtienne dispose en son sein d'une personne directement impliquée dans le narcotrafic ? Est-ce que c'est normal? Est-ce que la corruption dénoncée par tout le monde et même par la FIFA qui en 2011, la commission éthique a mis un avertissement au président d'Haïti, sachant que c'était, vous savez, tout ce scandale dans la zone CONCACAF, la zone des Caraïbes sur les pots de vin, etc. La personne en République dominicaine, il y a quelqu'un qui avait rien à voir. Il a été blanchi de tout.
Alors ensuite, certains, selon leur implication, ils ont obtenu des suspensions de 18 mois, de 6 mois, ou des avertissements. La majeure partie ont obtenu des avertissements. C'était le cas de Monsieur Barthes, qui a donc été sanctionné pour ces affaires de corruption-là. Mais lui, il n'arrête pas de dire « je suis intègre, je suis propre ». Putain, mais il y a des mecs qui ont que non. Donc, on va répéter. Vous avez un fonctionnement dictatorial. On empêche les gens quasiment de se présenter avec un fonctionnement administratif archaïque. Il y a dans la fédération toujours du trafic d'identité et d'âge. Bon, ça n'a pas l'air de gêner, hein, c'est pas grave. Je compte la liste des crimes. Vous avez dans la liste, donc dans ce fameux cartel, des gens qui appartiennent réellement à un cartel. Donc on est lié au narcotrafic. On obtient également un peu de trafic d'influence en demandant à tous les gens plus ou moins importants de la société haïtienne, que ce soit pour leur famille, etc., de venir les soutenir, etc., justement pour protection politique. Et ça me fait penser à ce que me disait Roberto Digon, ancien vice-président de Boca Juniors et homme politique argentin. Il m'avait dit « J'ai jamais eu autant de pouvoir dans ma vie que quand j'étais dans le foot. » Parce que les gens se rendent pas compte, mais quand tu es à la tête d'une fédération ou d'un club important, tu as les clés de la ville, tu as les clés du pays. Tu peux faire ce que tu veux et vivre au-dessus des lois. C'est-à-dire que là, depuis 20 ans, on a ce mode dictatorial-là, avec aujourd'hui en plus le fils qui décide de tout, presque à l'époque des Duvalier où on prépare la succession. Et pendant ce temps, tu as un pays qui est absolument dingue de foot. À l'image de la République démocratique du Congo, je fais beaucoup de comparaisons. Et les joueurs, ils peuvent que fermer leur gueule. Et même au niveau résultat, même si là en 2019 il y a eu des résultats fabuleux d'Haïti, et c'est pour ça que j'avais dit que les Grenadiers étaient un motif d'espoir. Je parlais pour les joueurs et je parlais pour les entraîneurs, que ce soit des sections féminines ou masculines, à qui je dis grand bravo, parce que c'est inadmissible de travailler comme ça travaille. Faut arrêter de sortir toujours l'excuse, on est pauvre, on n'a pas d'argent. À Haïti, tu as des gens très qualifiés, tu as des gens, attends, c'est des êtres humains comme de partout. Comment tu expliques ce vide intersidéral à tous les niveaux? Marketing, communication, il n'y a rien qui est fait. Logistique, rien. Par contre, il y a des gens qui sont devenus subitement très riches. C'est quand même incroyable. Et moi, j'en ai marre. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens à Haïti qui ont peur de parler. Donc, comme je vous le dis, n'hésitez pas à me contacter. Plus il y aura de faits, de documents, de dossiers, parce qu'on va en sortir, attention. Il y aura des dossiers complets qui seront envoyés dans des médias internationaux. J'ai déjà travaillé pour le New York Times, CNN, la BBC. Moi, j'ai rien à y gagner, hein, très clairement. Les gens me demandent des intérêts. Je fais ça parce que je ne peux pas fermer les yeux. Et je sais qu'il y a des gens, moi, ça me fend le cœur de voir des mecs qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, ils ont peur des répercussions, des menaces. Parce qu'il y a des menaces aussi vers ceux qui se rebellent. Donc non, moi j'en ai rien à cirer et je leur pisse tous à l'arrêt. Bref, vive Haïti, je terminerai avec une pensée. Ça me fait penser, justement, ma répétition, à la République démocratique du Congo. Le football là-bas est dirigé par un dictateur qui s'appelle Constant Marie depuis quasiment 30 ans. Il est là depuis Mobutu. Et la République démocratique du Congo et Haïti, j'ai presque envie de dire que ce sont deux nations jumelles, et pas uniquement par leur histoire, et malheureusement les terribles choses qu'ils ont pu connaître. Deux pays qui se sont rebellés avec des hommes qui avaient vraiment l'esprit libre. On sait qu'Haïti, c'est les pionniers en manière de révolution contre l'impérialisme, contre le colon, et ça a été très sérieusement sanctionné, et la perle des Caraïbes a toujours subi les influences étrangères pour être, c'est quand même terrible de dire que la perle des Caraïbes aujourd'hui est aussi pauvre. Alors certes, tu as les événements, les catastrophes naturelles qui ont joué, la corruption endémique, mais tu as aussi tous les liens avec les puissances étrangères et une élite qui sert ces droits-là. La République démocratique du Congo, ça ferait pareil, un sous-sol, sans doute le plus riche au monde, des intérêts étrangers par pagaille. Patrice Lumumba, je pense, qui était un homme, grand homme devant l'éternel, malheureusement c'est ce qui lui est advenu. Et je vois énormément de comparaisons même dans le foot. Ils ont une seule participation mondiale, c'est en 74. À l'époque, c'était le Zaïre et le fameux Haïti avec ce fameux but d'Emmanuel Sanon contre l'Italie et tant d'autres choses à dire. Cette magnifique génération-là. Et derrière, il n'y a eu aucune autre participation mondiale, quasiment pas de succès au niveau régional. Alors que ce sont deux pays de talent, de très grands talents au niveau footballistique, où la population est dingue du sport roi et qui est également aidée par sa diaspora qui est importante. Et malheureusement, quand vous avez des opposants, il n'y a pas que Enzo Laurent, il y en a d'autres qui aimeraient se présenter. Il y en a d'autres qui aimeraient donner la voix du changement, de dire « Hey, le football, il appartient peut-être à ceux qui l'ont fait et qui ont des véritables projets pour la jeunesse. » Parce qu'oubliez pas, dans un pays malheureusement aussi pauvre et qui peut avoir ce taux de criminalité avec des jeunes qui n'ont pas grand-chose à faire, le sport, c'est peut-être une des choses à laquelle ils peuvent se rattacher. Quand la FIFA peut donner 2 millions par an pour créer des infrastructures, comment vous m'expliquez qu'à Haïti, on ne peut pas essayer de faire un vrai projet pour obtenir ces 2 millions par an chaque année, donc 6 millions en 3 ans, afin de construire quelque chose? Je ne suis pas haïtien, mais avec 6 millions sur 3 ans, on ne peut pas construire des infrastructures et des véritables choses sans demander l'aide du gouvernement? On ne peut pas faire ça? Ah bah non, visiblement on ne peut pas faire ça parce qu'il y en a avant, cet argent, il arrive, mais il n'arrive pas pour les Haïtiens. Bref, vive les grenadiers, les vrais, et à bientôt.